Mesdames, Messieurs, bonjour. Jury du dimanche iRadio, ITV, imedia.sn. Nous avons le plaisir de recevoir Alassane Seck. Il est le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, LSDH. Bonjour Alassane Seck. Bonjour Mamadou Ibra Kane. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie particulièrement le groupe Immédiat d'avoir bien voulu inviter la Ligue sénégalaise des droits humains. Des droits humains. Des droits humains. Et vous avez remplacé à ce poste de président de la LSDH, Maître Assane Dioma Ndiaye. C'est ça. Nous allons parler naturellement du nouveau gouvernement du Sénégal. Nomination d'abord d'Amadou Ba, ancien ministre de l'économie et des finances et du plan aussi, ancien ministre des Affaires étrangères au poste de chef de gouvernement, premier ministre du Sénégal. Premier commentaire, que pensez-vous de ce casting du président de la République, Macky Sall? C'est vrai que de prime abord, on peut s'en féliciter. Je pense qu'Amadou Ba, il a le profil de l'emploi par rapport à son parcours professionnel d'abord. DGID, directeur général des impôts et domaines, ensuite ministre des Finances pendant presque 8 ans, 9 ans, ensuite ministre des Affaires étrangères. Je pense qu'il a fait ses preuves dans les différents postes qu'il a occupés et on peut se féliciter que c'est une personne assez, comment dire, qui n'est pas dans les polémiques, dans les écarts de langage, semble tout à fait courtois et on peut se féliciter une personne comme celle-là puisse être aujourd'hui à cette position-là parce que c'est une position très très sensible et très précaire. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est quelqu'un, au-delà de la courtoisie, de la politesse, qui est en mesure de faire bouger les lignes? Je le crois sincèrement. Je pense qu'il a déjà un profil assez pondéré. Il paraît qu'il a de bonnes relations avec tout le monde. C'est quelqu'un qui ne cherche pas donc la difficulté, en quoi les difficultés. Ça, on peut s'en féliciter parce qu'aujourd'hui on a besoin d'une personne tout à fait, courtois, posée, pondérée, polie. Et je pense que de ce point de vue, moi je ne le connais pas très bien, mais de point de vue de l'extérieur, j'estime qu'on peut présumer qu'il fera l'affaire par rapport au contexte actuel du pays qui est totalement difficile. L'attente fut longue, depuis que le poste de Premier ministre a été restauré en décembre 2021. On a attendu presque 9 mois, 10 mois oui. Finalement pour que le président désigne ce Premier ministre en la personne d'Amadou Ba. Cela intervient au lendemain aussi de l'installation de l'Assemblée nationale avec comme président Amadou Mame Diop. Beaucoup d'observateurs avaient dit mais peut-être que le président est dans une logique de surprise, de sortir quelqu'un de son chapeau. Amadou Ba, c'est quelqu'un qui est déjà connu. Et quelle lecture peut-on faire justement de ce choix de quelqu'un auquel on est un peu habitué? Parce que, comme vous l'avez dit, vous avez rappelé son parcours, Amadou Ba. C'est vrai que on peut penser que le président, il a sa façon de faire, son caractère à lui est très attentiste. Ça, on peut le constater, il n'est pas pressé du tout. Attendre 9 mois pour nommer un premier ministre, c'est vrai qu'on peut dire tout ça pour ça, parce que comme le gars, il était à côté, il était à portée de main, attendre 9 mois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de calculs politiques au Sénégal. Les présidents sont assez dans la ruse, on ne comprend pas. C'est vrai que ce n'est pas une surprise, parce qu'on le présentait un peu, il a occupé des postes assez importants, mais au Sénégal, c'est vrai que depuis l'avènement d'Abdoulaye Wade, c'est un peu le calcul froid du politicien qui va quelque part et qui est prêt à faire un peu, il clignote à gauche pour tourner à droite, mais je pense que pour cette fois-ci, c'est assez sérieux. Un chef de gouvernement, ce n'est pas rien. Donc, je pense qu'il a eu la prudence de nommer quelqu'un qui répondait à peu près au profil par rapport au contexte, je l'ai dit encore. Le choix de l'assurance, de la sûreté. Voilà, de la loyauté, de quelqu'un qui joue le jeu, qui peut avaler des couleuvres. Parce que c'est vrai qu'avec les présidents actuels au Sénégal ou en Afrique, les présidents souvent, il y a beaucoup de jeux de caprices ou des choses qu'on ne peut pas comprendre. Et ça peut peut-être si quelqu'un n'est pas très pondéré, que quelqu'un n'est pas très calme, très posé, ça peut créer des clashs. Et donc de ce point de vue, je pense qu'il a assez testé, il a assez fréquenté pour avoir un peu de son caractère et faire aujourd'hui qu'il a choisi à peu près, bon ça je le présume, la bonne personne à la bonne place, the right man in the right place. Et ça on peut le présumer, on peut imaginer que ça soit la bonne chose, le bon choix, parce qu'il a pris tout son temps quand même, 9 mois ce n'est pas rien, pour placer quelqu'un à un poste important. Je pense qu'on peut
donc lui faire des préjugés favorables. J'ai cherché le mot préjugé. On peut avoir un préjugé favorable par rapport à sa pratique de l'État. Quelqu'un qui est un peu dans un fonctionnaire de l'État, qui n'a jamais sorti à la limite du Sénégal, qui a fait l'école supérieure de l'ENAM, qui a fait un peu le ministère des Finances, donc qui est versé au ministère des Finances pendant une dizaine d'années. Je pense que tout ça fait qu'aujourd'hui son image est assez positive. On peut le constater comme ça, on peut le dire comme ça et croiser les doigts pour lui souhaiter bonne chance. Je pense que ça c'est important. Oui, le président de la République, dans son message à la nation, a déjà dit décliner un peu la feuille de route de son équipe gouvernementale, à commencer par son Premier ministre maintenant qui est connu en la personne d'Amadou Ba. C'est de larges concertations par rapport au coût de la vie, c'est aussi la question des inondations, c'est le loyer, la question du logement qui est une question également prégnante, mais aussi c'est quelques mots d'apaisement à l'endroit de la classe politique dans son ensemble, en disant il ne voit plus des députés comme appartenant à un camp ou à un autre, mais des députés du Sénégal, représentation nationale. Mais finalement, ce choix d'Amadou Ba, est-ce que vous pensez par rapport à la feuille de route qui a été déclinée que c'est, vous avez dit, hein, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, mais est-ce que c'est un pari sur un homme parce qu'on pense qu'il est capable de conduire les changements qu'appellent les Sénégalais? Absolument, je pense que c'est la raison pour laquelle il a été nommé à ce poste. Amadou Ba, comme je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de mon propos, c'est qu'il a le profil de l'emploi. Si quelqu'un n'est pas dans les polémiques, dans les invectives, connu pour ça, c'est le cas. Quelqu'un qui est considéré comme quelqu'un d'homme paisible, qui a une forte personnalité. Oui, mais au-delà de ça, c'est le vécu des Sénégalais. Voilà, c'est ce que dont j'ai dit. Il est question. Absolument. De ce point de vue, il aura assez d'approche, une approche intelligente pour pouvoir savoir comment parler, à qui parler. Je pense qu'il a de bons préjugés par rapport à sa personnalité. On peut donc penser qu'il fera la bonne démarche, parler aux différents acteurs, que sont la société civile, que sont les acteurs, les associations de consommateurs, les syndicats, le patronat. Et je pense qu'il a une personnalité assez forte, bien connue et qui inspire confiance. Je pense qu'on peut le penser comme ça. Hein. Et de ce point de vue, je pense qu'il a trouvé la bonne personne. Donc on verra bien maintenant à l'épreuve de la pratique, on verra bien s'il arrivera à cette situation qu'on souhaite. Deux mots, retour, projection. Retour vers quoi ou projection vers quoi? Vous choisissez quel mot d'ailleurs? Un retour? Les deux. Hein. Oui. Retour, parce qu'effectivement, il y a eu un retour ce matin, tout à l'heure, j'ai entendu dire que Aliou Ngouille était en train d'être auditionné au niveau du palais de la République. Donc ça donne un peu un retour des anciens cadres de l'État, des anciens cadres du parti, qui étaient apparemment écartés. Des caciques, des mousquetaires. Il faut des mousquetaires, parce qu'il faut forcément des opérations commando pour que la bataille soit gagnée. Parce qu'il s'agit d'être opérationnel aussi. Et en temps réel, Mamadou, parce qu'aujourd'hui, comme vous le dites, l'échéance est assez courte. Hein, il reste moins de 18 mois pour les prochaines échéances importantes de 2024. On est à 18 mois, au maximum, moins de 18 mois actuellement. Donc il est aujourd'hui urgent que le gouvernement qui s'installe aujourd'hui fasse preuve d'efficacité, d'efficience et de préjugés favorables. Ils l'ont déjà, c'est tant mieux, mais dans la pratique, dans chaque étape, toute chose est importante. Il ne faudra pas négliger le moindre détail pour arriver à des résultats probants. Retour, vous l'avez dit, projection, vous faites allusion à l'échéance électorale majeure de 2024. Absolument. Vous pensez qu'aujourd'hui, c'est vraiment une projection fondamentale du président, qu'il a le regard rivé sur cette présidentielle de 2024? Il a tout intérêt. De ce point de vue, il a tout intérêt parce qu'il y a le débat du troisième mandat, le débat du troisième mandat qui, de tout point de vue, n'est pas forcément prêt de gagner la bataille, parce que la bataille de l'O-Million, c'est un débat qu'on ne finira jamais assez au Sénégal, malheureusement. Mais je pense que si demain on cherchait un dauphin ou quelqu'un qui pourrait remplacer le président, ce serait que Amadou Ba ferait une bonne personnalité. Oui, justement. Vous pensez que l'échéance 2024, avec la nomination d'Amadou Ba, chez le président de la République, c'est une façon de dire je nomme un Premier ministre qui me permet de finir mon mandat et puis je m'en vais, ou plutôt non, un Premier ministre qui me permettra d'avoir des résultats
et peut-être de tenter un troisième mandat? Je pense que c'est très risqué. Qu'est-ce qui emporte votre adhésion, votre adhésion plus? C'est la première hypothèse. Je pense qu'aujourd'hui, le président ne peut pas risquer, comme vous l'avez dit, tenter un troisième mandat. Je pense que ce ne serait pas louable de ce point de vue, sur la morale, sur l'éthique, sur les décisions, sur les engagements pris. On pense que le président devrait être dans l'intelligence et pour l'histoire, opter pour la première solution, à savoir proposer quelqu'un qui ferait l'affaire pour être le prochain candidat du camp présidentiel. Je pense que ce sera ce sera plus pertinent, donc c'est notre point de vue, parce que nous pensons qu'aujourd'hui, en Afrique, nous, au Sénégal, nous devons donner l'exemple. L'exemple, c'est d'abord que le président lui-même, qui a affirmé urbi orbi qu'il ferait 2 mandats, les vidéos sont là, parce qu'aujourd'hui, il n'a pas intérêt pour son histoire à lui-même, pour l'histoire du Sénégal, pour l'image du Sénégal, qu'on puisse retrouver le président Macky Sall. Essayer de tenter, comme vous l'avez dit, et c'est un pari risqué, parce que justement, si vous tentez que vous n'ayez pas gain de cause, je pense qu'il y aura un retour de bâton. Donc vous pensez que le président optera pour la première hypothèse, à savoir mettre quelqu'un qui jouera demain les dauphins, sera le prochain candidat à la présidentielle, parce que c'est vrai que ce ne sera pas très simple aujourd'hui d'avoir une opinion, parce qu'on avait vu depuis les élections de janvier une descente un peu donc, de l'électorat du camp présidentiel, et pour nous le risque est trop gros pour tenter donc, le diable. Oui, vous dites du point de vue politique, du point de vue éthique, vous pensez qu'il ne va pas tenter un troisième mandat. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir débat du point de vue juridique, comme on l'a connu en 2012 avec le président Abdoulaye Wade? Oui, malheureusement, si on en arrive là, ce serait dommage, parce que pour nous, c'est tellement clair, parce que ce que nous pensons, c'est que c'est dans l'esprit de la loi. L'esprit, c'est de faire 2 mandats. L'esprit. Je ne parle pas d'écriture, parce qu'il y a 40 juristes de part et d'autre qui défendent le contraire. Donc pour nous, l'honnêteté, la bonne foi, voudrait que quelqu'un qui fait 2 mandats, même si c'est un mandat 7 ou de 2, c'est un mandat. Donc c'est tellement clair que dans l'esprit du constitutionnaliste, il a dit, moi il dit mon second et dernier mandat. Moi j'ai la vidéo dans mon portable. Donc pour moi, par rapport à son image, comme c'est un homme d'honneur, même Mimi Touré, qui n'était pas forcément son ami avant-hier, a dit que c'est un homme d'honneur, il va respecter sa parole. Moi je le pense. J'ai toujours dit que le président n'a jamais dit qu'il ferait un 3e mandat. Oui, sauf que son ancienne Premier ministre, puisque vous parlez d'elle, Aminata Touré, a dit que le président lui a confié, après avoir formé son gouvernement, qu'il fera une déclaration pour dire qu'il ne se présentait pas. Il a fait un message à la nation ce vendredi, mais il ne l'a pas dit. C'est ça qui me désole un peu, cette position du président attentiste. Il prend tout son temps et il oublie qu'il est donc à la limite, comment dire, il a pris en otage les populations. Parce que les gens attendent, pas seulement les gens, peut-être même de l'extérieur, l'opinion internationale. Chaque fois, les gens lui posent la question. Il était avant-hier en Hollande, on lui a posé la question, il a esquivé. Pour une fois, il dit qu'il ne parlera pas à l'extérieur. Mais pour nous, c'est tellement sérieux. Bon, c'est vrai qu'ils sont dans des calculs d'épicerie, si je le dis. Parce que ça, pour moi, c'est un argument, ce n'est pas un argument. Je veux dire que si je le dis, les gens ne vont pas travailler. Le président, personne ne peut lui opposer, une activité de ne pas travailler pour l'État. Parce qu'il a la décision en temps réel. Donc si aujourd'hui on dit que le président a dit que s'il le dit et que les gens ne vont plus travailler, c'est un argument qui ne tient pas la route. Oui. Pour nous, vraiment, c'est pas sérieux. Mais est-ce qu'il n'y a pas une coïncidence troublante par rapport à ce débat sur le 3e mandat? Ce samedi devait se tenir un grand concert avec des artistes et activistes du continent pour dire non au 3e mandat en Afrique. Une manifestation interdite. Cela vous parle en tant que défenseur des droits de l'homme? Oui, et puis ancien collaborateur de Alioune Tine. Le 23 juin, on était ensemble, avec Macky Sall déjà aux premières loges. Donc nous, ce serait dommage qu'on puisse interdire encore des manifestations privées dans un hôtel de la place. C'est presque un scandale. Mais qui allait se porter sur le 3e mandat. Oui, que ça soit interdit, est-ce que... Non, c'est ça qui est gênant. Oui. On ne peut pas imaginer que les gens... Quelle interprétation pourrait-on en faire? Non, c'est dommage. On l'a pu le constater depuis 2 ans. Chaque fois que quelqu'un parle que Macky Sall ne peut pas faire un 3e mandat, à la limite, il est sanctionné. Donc c'est le même principe. On interdit, et ça c'est fini d'interdire dans le monde entier. On ne peut plus interdire à une personne, un acteur, de ne pas parler, de se donner son point de vue. Donc pour nous, il faudra que les gens réfléchissent à de meilleures formules que d'interdire que les gens ont le droit de parler. Parce que justement, cette interdiction va donner plus d'ampleur à l'action.
parce que ce sera relaté par la presse nationale et internationale. On dit que le président a interdit, parce que c'est lui le président qui a interdit, donné aux policiers l'ordre de ne pas accepter le principe d'un concert dans un hôtel. Mais pour nous, c'est encore une façon donc d'élargir le débat, plus qu'un gain par rapport à cette volonté que les gens ont. C'est des artistes. Ils vont chanter, parler à la télévision, à la radio. Il y aura des interviews. Les gens diront que le président a peur qu'on parle du troisième mandat. Ils vont dire ce qu'ils pensent. Ils vont dire en chantant. Dans tous les cas. Alors, je rappelle que vous suivez le jury du dimanche, e-radio, la première radiovision du Sénégal, ITV, votre chaîne de télévision privée, et imedia.sn, votre site de référence. Nous recevons Alassane Seck, il est le président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Alors, restons sur un peu le gouvernement. Quelles sont les attentes de votre organisation par rapport à cette équipe gouvernementale? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes. C'est vrai que nous, l'urgence pour nous, c'est d'abord de parler au plus pressé. D'abord, les inondations et surtout le coût de la vie. Je pense que le coût de la vie, c'est à la limite mondiale. C'est vrai que ce n'est pas simple, que le Sénégal a fait beaucoup d'efforts pour atténuer le choc. Mais j'ai pu le comprendre. Moi, je suis automobiliste, j'achète de l'essence. Je pense qu'on nous avait dit que l'essence coûterait 1000 et quelques s'il n'y avait pas eu cette subvention. Mais ce qui est urgent pour nous, c'est qu'il y a des situations qui sont restées en l'état, notamment les enfants de la rue. Pour nous, c'est une urgence signalée qu'on puisse ne plus avoir d'enfants qui à toute heure du jour ou de la nuit sont dans les rues de Dakar et même à l'intérieur. Pour nous, c'est une urgence vraiment signalée que l'État devrait faire l'effort qu'il faut, essayer de les renvoyer chez leurs parents. Et ça, c'est une volonté politique. Et je pense que l'État n'a pas à faire ce qu'il devait faire. Non seulement pour interdire, parce que quand l'État veut, l'État a. Est-ce que vous n'avez pas crainte que ça ne fasse pas partie des priorités? C'est une priorité. Tel que ça a été décliné par le président de la République et même le Premier ministre qui a fait ses premières déclarations. Enfin, on ne parle pas des enfants, à moins que ça soit mis dans une politique globale. À peu près, mais c'est vrai que c'est un point important qui est trop visible, parce qu'on le voit à longueur de journée et de nuit. Donc pour moi, nous, en droit défenseur des droits humains, nous pensons que les enfants devraient être mis dans les meilleures conditions que celles-là où ils sont actuellement. Ensuite, au niveau de la détention préventive, je pense qu'il faut une réforme forte du code de procédure pénale, de façon à limiter dans le temps les détentions préventives. Si vous arrêtez quelqu'un pour vol de bétail ou viol, et qu'il peut rester 8 ans ou 9 ans de détention préventive pour être libéré après, parce qu'on a eu un non-lieu, c'est un scandale. Il faudrait que l'État accepte des réformes fortes au niveau de la justice, surtout pour que les détentions préventives soient encadrées. Ce n'est pas le cas. Alors que pendant ce temps, sur la question du viol, soit on a certains qui sont accusés et avec une machine qui va très vite, en un temps record, la procédure est bouclée, ou alors d'autres qui sont accusés mais qui ne comparaissent pas, qui ne se présentent pas devant un juge. Et ça, comme vous le dites, alors que parallèlement, il y a des gens qui sont détenus depuis très longtemps sans jugement. Sans jugement. Le vol de bétail, la vente de drogue, tout ça, ils sont criminalisés. Mais pourquoi? Comment en est-on arrivé là? Cette sorte de justice à plusieurs visages. Oui, c'est ça. Ça c'est l'État qui n'a pas assumé, parce que l'État a fait des réformes en 2016. Il y avait un code qui a été promu, qui était important, qui était intéressant. Mais au dernier moment, ils l'ont enlevé. Je pense qu'il y a une frilosité de la part des autorités de ne pas modifier l'existant. Et c'est ça qui est dangereux. Pourquoi on devrait avoir peur de revoir les choses en ce qui concerne les détentions préventives? Mais l'État, ce plan, vous voyez comme pour le cas justement du terrorisme, l'État a bien corsé. Donc la détention, il y a une détention qu'on peut garder 144 heures. Donc tout ça pour dire qu'il y a peut-être souvent, nous on pense qu'il y a des injonctions sur le plan international qui font pression sur l'État du Sénégal, parce que moi j'ai été pendant quelques années observateur délégué des prisons. Et j'ai vu que sur la prison du Cap Manuel, non plutôt du camp pénal, il y a ce qu'on appelle le quartier de haute sécurité, qui est donc conçu, qui a été créé pour surtout les présumés terroristes, ce qui n'est pas évident. Mais ces conditions sont totalement inhumaines, des conditions de vie. Donc pour ça, pour nous dire que l'État souvent est dépendant, tributaire, souvent des bailleurs ou des grandes puissances comme les États-Unis, comme la France, donc qui souvent donnent des conseils ou dictent leur desiderata, donc à l'État du Sénégal, qui peut-être parce qu'il a besoin de financement ou d'accompagnement, accepte certaines conditions. Et pour nous, il était urgent aujourd'hui qu'on puisse humaniser donc, la détention au niveau du Sénégal, et ce n'est pas le cas actuellement.
Alors, quittons le gouvernement pour parler de l'Assemblée nationale avec une installation mouvementée de cette 14e législature. La gendarmerie est même intervenue pour que le vote puisse se passer. Tous les députés n'ont pas pu voter parce que l'opposition aussi a semblé choisir de ne plus finalement mettre son bulletin dans l'urne, avec, il faut le remarquer au passage, au moins 3 candidats pour le perchoir. Pour rappel, Barthélémy Diaz, Mamadou Lamine Thiam et Ahmed Aïdara. En face, c'est finalement Amadou Mame Diop qui passe du côté de Benno avec un peu de casse, puisque l'ancienne Premier ministre, qui est également député Aminata Touré, a quitté la salle et a même dit qu'elle n'a jamais voté, elle n'a jamais donné procuration au député Farba Ngom de voter. Mais toujours est-il qu'il y a un nouveau président de l'Assemblée qui est élu dans une ambiance survoltée, une ambiance d'invective, et même parfois de violence. On a vu des micros arrachés, des urnes jetées par terre. Quel est le regard de la LSD, des LSDH de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale? Totalement déplorable, Mamadou. Ça a été à la limite totalement ahurissant qu'on en arrive là au Sénégal en 2022. Qu'on en arrive à... Mais il fallait s'y attendre. Je pense qu'il y a eu beaucoup de prémices depuis avant le parrainage. Il y a eu des crispations. Il y a eu beaucoup de crispations, beaucoup de frustrations qui aujourd'hui ont conduit à cette situation. Parce que depuis 2 ans, 3 ans, au niveau des manifestations politiques, il y a eu beaucoup d'interdictions. Et ça, cette façon de faire de l'État, qui à l'époque interdisait à tour de bras, est arrêtée. Vous l'avez vu récemment, le cas de Thiepal, de Mame Diarra Fam, qui ont été arrêtés dans la rue, et prétexte, ils ont été gardés en prison pendant, à la limite, 10 jours, 15 jours. Ce n'est pas nécessaire pour des cas comme ça. Je pense que cette façon de faire de l'État, qui a à la limite fait de Yaïdoualé, à l'époque, moi je le dis, quand on a arrêté Déthié-Fall devant son siège, ou Mame Diarra Fam devant la maison de Barthélémy Diaz, une dame qu'on a arrêtée, pour nous, c'est des choses qui vont accentuer donc, les frustrations et la crispation. Et ça, donc, des gens comme mon ami, mon petit, comment ça s'appelle, Guy Marius Sagna, qui à la limite a fait une 15aine de fois arrêté, à la limite fatigué, entre guillemets, et a expliqué comment il a vécu en prison. Il a même, moi je l'ai connu, quand il sort de prison, on a fait ensemble des manifestations contre les façons de détenir les Sénégalais. Donc pour dire que cette façon de faire a conduit peut-être certaines personnes à être dans la crispation. Et malheureusement, avec justement l'écart très petit entre les deux groupes, et que ça fallait s'attendre qu'il y ait ça ne se justifie pas, ni ça ne s'explique pas. Que ces gens puissent... Parce que moi, quand j'ai vu Guy Marius Sagna se mettre debout sur une estrade, moi j'étais scandalisé. Quand j'ai vu Barthélémy, futur actuel maire de Dakar, qui aurait voulu être président de l'Assemblée nationale, arracher un micro, ça n'a servi à rien du tout. C'était juste une image pas jolie du tout. À la limite. Donc tout ça, pour moi, c'est des erreurs de jeunesse. Pour moi, c'est des erreurs de jeunesse, manque d'expérience, parce que les gens raisonnables, assez mûrs, ne font pas des choses comme ça en plein public. Donc tout ça fait qu'ensuite, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a eu beaucoup d'indiscipline. Quand quelqu'un parle, l'autre intervient sans qu'on lui donne la parole. Mais c'est un scandale. On aurait pu préparer, je pense. Les gens disent quand même que ça se passe pratiquement comme ça dans toutes les assemblées nationales. Bien non, vous pensez que là, il y a un pas... Il y a un pas à faire, il faut que rappeler les gens. Alors, quand vous n'avez pas la parole, vous devez vous taire. Et vous avez demain la possibilité de répondre. Moi, quand quelqu'un qui parle, vous répondez, vous insultez, vous parlez vous-même. C'est presque un dialogue de 2 personnes contre une centaine de personnes. Pour moi, ce n'est pas respectueux. Quelle que soit la personne, quand elle parle, on doit l'écouter. Parce que vous avez un temps de parole assez limité, 3 minutes, je crois. Donc pour moi, tout ça fait qu'aujourd'hui, on doit avoir beaucoup d'expérience sur ce qui s'est passé, sur ce que nous vivons depuis 1960, et faire en sorte que demain, qu'on soit beaucoup plus à même de s'exprimer sans qu'on soit dans la contrainte ou dans l'énervement. Parce que quand vous parlez... Quand je parle, quand vous m'interrompez pour parler à votre tour, ça crée de l'exaspération. Et ça donne aux gens le moyen d'être moins serein et un peu plus, à la limite, agressif. Exaspération, crispation, qu'est-ce qu'il faudrait faire, justement, au lendemain de ce message du chef de l'État qui dit la nation sénégalaise, une est indivisible, qu'il faut... que les choses soient apaisées, qu'il n'y a plus de distinction entre des députés appartenant à un camp ou à un autre. Mais justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour décrisper concrètement? C'est ce qu'on avait dit au départ. C'est vrai qu'il faut revenir au dialogue politique.
Malheureusement, le dialogue politique n'a pas tout réglé. Le dialogue politique, parce que Amadou Ba est bien placé aujourd'hui pour prendre son bâton de pèlerin et aller faire le tour à la limite des associations politiques, je veux dire les partis, les coalitions de partis, faire des propositions concrètes d'un dialogue serein, d'un dialogue intelligent, d'un dialogue à la limite efficace. Parce qu'il y a souvent des blocages par rapport à... C'est une question de personne parfois, que les gens qui viennent n'ont pas une approche intelligente qui fait que les gens se braquent. Donc Amadou Ba, par rapport à son parcours, à son vécu, aux préjugés qu'on lui accorde, devrait pouvoir faire une démarche beaucoup plus ouverte, beaucoup plus inclusive, de façon à ce que les gens puissent l'écouter, faire des propositions qui donc rallient les deux parties. Mais c'est ça qui manque en fait au Sénégal, c'est le dialogue, c'est les discussions. Parce que vous avez vu les présidents du groupe parlementaire que j'ai vus, je ne les connais pas. Birame Souleye Diop. Oui, Birame Souleye Diop pour Yewwi, Mamadou Lamine Thiam pour Wallu, voilà. Et Oumar Youm pour Benno. Que je connais, c'est des gosses, des garçons, comme, à mon avis, sont raisonnables. Oui, on a vu une amorce de dialogue justement. Dans ce vacarme et voilà, ce désordre, il y a eu quand même une amorce de dialogue. Vous pensez qu'il est possible de construire quelque chose à partir de cela? Absolument. Qui doit prendre l'initiative? Mais c'est le Premier ministre qui va demander ça. Il est dans le parti, il va demander à Oumar Youm d'aller chercher. Le Premier ministre seulement? Le Premier ministre. Et puis non, le président de l'Assemblée nationale, il a aussi une idée. En fait, il a d'un préjugé favorable. Il a l'air très calme, très pondéré. J'imagine qu'il n'a pas beaucoup de problèmes avec les autres. Donc, ils sont assez bien placés. Et puis, ne pas être dans ce qu'on appelle le péché d'orgueil. Il faut éviter d'être dans le péché d'orgueil, faire en sorte d'avoir une approche beaucoup plus douce, beaucoup plus intelligente, beaucoup plus comment dire, moins agressif, être dans des positions de combat. Si on en arrive là, je pense qu'on peut trouver... Parce que le Sénégalais, par définition, il est à la limite pacifique. Il y a quand même un mot sorti du communiqué de la conférence des leaders de Benno, c'est de dire « nous avons une opposition putschiste ». Oui, j'ai vu ça. Oui, non, je pense que ça, c'est de bonne guerre. Hein. Ça, c'est des discours politiques ou à la limite politiciens. Oui, mais d'accord, pour qu'il y ait décrispation, il faut que de part et d'autre, du côté du pouvoir, comme du côté de l'opposition, d'ailleurs, il faut le dire, que chacun accepte de faire un effort, un sacrifice. Ça, c'est obligatoire, Mamadou. Ça, c'est obligatoire que chacun fasse des concessions. Ouais, concessions et compromis. Surtout, compromis, pas compromission, mais compromis, comme vous l'avez dit, concession, donc le dépassement. Mais c'est des mots malheureux qui sortent souvent. Mais en même temps, dans une démocratie, on n'a pas besoin d'unanimité ou d'unanimisme. Absolument. Mais l'essentiel sera fait. Oui. L'essentiel sera fait. Comment arriver à une décrispation tout en veillant à ce que la démocratie, le pluralisme soit sauf aussi? Vous l'avez dit, hein? Oui. On n'a pas besoin d'unanimité. Mais s'il y a un consensus fort, comme on dit, qu'on puisse avoir des gens qui puissent se parler. Au dernier moment, ils l'ont fait pour le deuxième jour, le mardi 13. Il y a eu consensus sur la façon de faire et on a laissé tomber cette histoire de blocage député-ministre. Finalement, on est arrivé à un résultat d'installer le bureau. Donc voilà, si on avait commencé comme ça, la veille, le lundi, on n'en serait pas arrivé là. Donc moi, je donne beaucoup de garanties, je donne beaucoup de préjugés favorables au président du groupe parlementaire qui m'ont donné, Lamine Thiam, je le connais de loin parce que depuis longtemps, je pense qu'on a fait ensemble le lycée. C'est des garçons, Youm que je connais, on a travaillé ensemble sur le Covid-19, des gens pondérés, beaucoup d'expérience. Pour moi, c'est des gens qu'on peut, à la limite, se retrouver entre eux et trouver des formules beaucoup plus intelligentes. Une décrispation suppose donc compromis, concession. L'opposition ne cesse de réclamer que certaines personnalités, certains opposants soient rétablis dans leurs droits, comme par exemple la question de l'inéligibilité, le droit civique civil et politique. C'est le cas de Khalifa Sall, c'est le cas de Karim Wade. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir, parce que justice, ça fait des années quand même que ça dure, il est possible d'arriver à un consensus sur cette question de l'inéligibilité de Khalifa Sall et de Karim Wade? Absolument. Je pense qu'aujourd'hui, rien que le dialogue politique peut faire aboutir à cette situation-là. Ça devrait prendre quelle forme? Par exemple, peut-être faire une amnistie. Je ne sais pas, il faut que demander aux juristes la meilleure formule. Je pense que moi, je peux vous confier un secret. J'ai un juriste de renommée qui avait été donc reçu par le président, qui lui avait demandé de trouver des formules pour trouver cette situation-là. Il y a une année ou deux. Oui. Oui.
Ça, je le vous président lui a demandé de trouver la meilleure formule. Qui est ce juriste? C'est un juriste. Non, pour le jury du dimanche. C'est un juriste, non, ça je peux vous le dire. Ouais. Et c'est la vérité. Donc le président était dans cette posture. Mais c'est vrai que demain il peut changer d'avis. Mais le président était dans l'esprit de vouloir arriver à cette situation-là. Ne serait-ce que pour se faire grandir, parce que lui, il n'avait plus rien à perdre. Il a déjà fait ses 12 ans. Inch'Allah, il va le faire. Donc je pense qu'il ne perdrait rien du tout à vouloir demain accorder la grâce ou l'amnistie à Khalifa Sall et à Karim Wade. La grâce est déjà faite. Le problème, c'est l'amnistie. Voilà, c'est l'amnistie qui parce permettra qu'ils sont inéligibles. Recouvrir leurs droits civiques et politiques. Je pense qu'on peut y arriver. Je pense que le président était dans l'idée de cet esprit-là, de vouloir proposer une démarche qui devrait permettre à ces deux personnalités donc, de recouvrir leurs droits. Karim Wade demande quand même la révision de son procès et même réparation. Non, je pense que ça sera très compliqué. Il ne faudra pas que... Je pense que c'est une formule, c'est une façon de faire la politique. Lui, il ne peut pas demander ce qu'il veut. C'est pas à lui de décider. Donc je pense qu'il peut s'estimer heureux. Ça, c'est mon point de vue. Il peut s'estimer heureux qu'il soit amnistié. Donc de ce point de vue, je pense que s'il est amnistié, qu'il vienne tenter sa chance de revenir au bercail, donc tenter sa chance en tant que futur candidat de Wallou ou de PDS, pourquoi pas? Parce que ça soit des demandes réalistes et réalisables. Quelque chose qui relève de l'anecdotique, alors que ça peut être considéré comme quand même grave, un faux député qui a assisté à la cérémonie d'installation de l'Assemblée et qui a même pris la parole. Oui, j'ai vu ça. Une enquête est en cours au niveau de la gendarmerie. Oui, il paraît. Non, c'est vrai que c'est déplorable. Mais c'est à l'image du pays, hein. C'est à l'image de l'État, à l'image de l'administration. Parce que moi, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de rigueur au niveau de l'administration, au niveau des contrôles. Ça, des choses qui doivent leur faire apprendre donc, à corriger leur dispositif. Parce que le gars, il est chef de parti. Et il n'est pas bête. Quand il a parlé avec beaucoup d'intelligence. Moi, je l'ai suivi. Donc, qu'il passe entre les mailles des filets. Parce que c'est la première fois que l'Assemblée arrive à cette situation-là. Il fallait qu'il y ait 82 députés ici et 83 là. Ça n'est jamais arrivé au Sénégal. Donc, pour dire à toute chose, malheur est bon. Je pense que c'est des manquements au niveau de l'administration, de l'Assemblée, donc qui n'a pas eu la rigueur de faire un appel de vérification, parce qu'on ne les connaît pas. Même nous, qui avons, moi, le président de l'Assemblée nationale, je ne l'ai jamais vu avant, alors qu'il est le maire de Richard Toll. Donc, pour vous dire qu'elle est là depuis presque 3 législatures. Elle a été maire pendant... Moi, je ne l'ai jamais vu, alors que moi, je suis sur le plan... Je suis sur la scène politique depuis bientôt plus de 40 ans. Donc, pour dire qu'il y a des gens qui sont inconnus au bataillon, qu'on ne connaît pas forcément, et il n'y a pas eu de contrôle pour vérifier si les gens, souvent, comme les gens sont un peu à cran, quand vous contrôlez quelqu'un, il faut être sûr de ce que vous faites. Et les gens ont peur d'arrêter quelqu'un à tort et que lui réagisse autrement. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, c'est des expériences. On l'a démasqué avant qu'il ne vote, heureusement. Donc, c'est tant mieux pour tout le monde. C'est des incidents qui peuvent arriver. Une dame dans la République, c'est Mme Aminata Touré, ancienne Premier ministre, élue députée, qui a conduit la liste de Benno et qui s'attendait à être propulsée au perchoir de l'Assemblée nationale. Ça n'a pas été fait. Ouais. Elle s'est révoltée et elle a même dit que son vote par procuration ne peut pas prospérer parce que voilà, elle n'a donné aucune procuration. Mais bon, arrêtons-nous sur le cas d'Aminata Touré. Comment comprenez-vous sa révolte? C'est compréhensible comme réaction, mais même humain, sur le plan humain. Moi, j'ai eu beaucoup de pitié pour cette dame, à la limite, parce qu'en 2014, quand on l'a évincé du poste de Premier ministre, moi j'étais choqué. Le prétexte était qu'il n'avait pas gagné dans son fief de Grand Yoff. Pour moi, ce n'est pas d'argument. Je connais des gens du ministère, du gouvernement, qui n'ont pas gagné dans le fief et qui sont restés. J'en connais 2 ou 3, je me souviens. Donc ce n'est pas un argument. C'était une façon de le faire partir. Mais le plus grave, c'est la seconde fois au Conseil économique et social, où elle a fait à peine 8 mois, elle a été évincée, sans qu'on lui prépare quelque chose. Et en contrepartie, la personne qui a été prise n'était pas forcément à la meilleure formule par rapport à lui. Idrissa Seck. Donc pour moi, c'était une deuxième trahison avec son éviction du Conseil économique, social et environnemental. Maintenant, pour moi, ça c'est mon point de vue, celle de trop, c'est celle-là où il fallait attendre le jour du vote, le 2 du 12, à quelques minutes, paraît-il, pour qu'elle sache qu'elle ne serait pas président de l'Assemblée nationale. Pour moi, c'est un manque de respect notoire. Parce que tout le monde disait que c'était acquis. Pour une fois, il y aura une femme présidente de l'Assemblée nationale. Elle est la tête de liste.
Comme elle a dit, elle a guerroyé et elle a travaillé fortement. Elle a fait des milliers de kilomètres. Pour moi, il aurait été plus simple de lui dire « Tu ne pourras pas être Premier ministre. Pour 1000 raisons. Tu ne pourras pas être président de l'Assemblée nationale. » Mais attendre... Candidate, merci. Mais attendre à l'instant T, à 10 minutes donc, du démarrage de l'élection pour lui dire, pour moi, c'est très, très frustrant pour une personne humaine. Oui, en tout cas, les langues commencent à se délier. Certains disent que c'est parce que aussi l'option Aminata Touré, candidate de Benno, pour le perchoir était risquée parce qu'il y a des députés qui faisaient de la résistance. Mais ça fallait travailler cette situation. On a eu 1 mois. Le 31 juillet jusqu'au 12 août, ça fait 1 mois, 10 jours. Comme cela a été travaillé d'ailleurs pour le jour J, avec des procurations qui avaient même été prévues au cas où. Et Mme Aminata Touré est finalement victime, entre guillemets, de cette histoire de procuration. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas eu de volonté politique du chef de l'État. Ah oui? Oui, c'est mon point de vue. Hein. Parce que ce n'est pas la première fois, c'est la troisième fois qu'elle a été démise sans que ça soit concret, pour des raisons préparées et justifiées. Parce que pour moi, c'était vraiment l'envoyer vraiment à l'abattoir que de lui faire autant de ce travail. Une dame qui a fait tout ce parcours-là, fait le tour du Sénégal. Moi, je l'ai vu percer sur un camion ou sur un véhicule. Mais j'ai dit, attends, celle-là, je pense qu'elle mérite ce poste. Oui, elle a parlé d'ailleurs avec une certaine amertume. Au-delà de sa personne, elle a parlé même des femmes de manière générale, en faisant allusion même aux tâches ménagères. Vous pensez comme elle qu'il y a des obstacles au leadership politique des femmes au Sénégal? Quelque part, ça lui ressemble. Ça lui ressemble. On dirait que, parce que c'est la énième fois qu'elle-même soit la grande victime. Et chaque fois, elle est remplacée par un homme. C'est la troisième fois, elle n'a pas été remplacée par une autre femme. Alors j'imagine qu'au niveau de la coalition, il y a une autre femme qui aurait pu faire l'affaire. Mais pour les 3 fois prémature, Conseil économique social, Assemblée nationale, elle a été remplacée par un homme. Donc ça peut donner une idée, ça peut donner l'idée que c'est les hommes, c'est les femmes qui trinquent donc, à la place des hommes. C'est une idée. Et moi, j'avais vu des dames que je connais, des amis à moi, qui sont dans des associations féministes qui faisaient la promotion d'Aminata Touré. Mais oui, mais dans son parti, on n'a pas entendu non plus des femmes au Sénégal, qui ont une certaine influence politique réagir et la soutenir. Bizarrement, c'est paradoxal quand même. Paradoxal, Mamadou, c'est la réalité au Sénégal. Ici, il y a une constante, c'est le président. Malheureusement, c'est ça. Les autres, tout le monde, c'est des variables. Parce que les gens ont peur de la réaction du président. Donc les gens murmurent, vous avez vu le lendemain, les gens montent au créneau pour faire plaisir au président, plus qu'autre chose. Donc pour moi, c'est vrai que les femmes, elles ont toujours ce malheur d'être sacrifiées sur l'autel des intérêts du président ou de ses caprices, à la limite, parce que pour moi, soit je la prends, soit je ne la prends pas. Mais je ne peux pas lui donner 3 fois un poste important et l'enlever comme ça, sans que ça soit clairement expliqué. Qu'est-ce qu'elle a fait aux autres pour que les gens lui disent ne l'acceptent pas comme présidente de l'Assemblée nationale? Il faudrait qu'on l'explique. Elle n'est pas compétente ou qu'est-ce qu'elle a? Les gens ont parlé ils ont dit qu'elle serait de personnalité clivante. Je rapporte un peu ce que des gens ont dit. Est-ce que maintenant, c'est ce que vous pensez ou pas? C'est une question. Donc le président a tort. Moi, quand je sais déjà ça, quand je vous fais, il faut assumer, quand je vous fais tête de liste, moi je dois être conséquent et cohérent. Je dois aller jusqu'au bout. Et ça, avant de vous mettre tête de liste, je prends mon temps de réfléchir. Je demande l'avis des autres. Ouais. On n'a pas sorti cet argument de clivant au moment de la désigner tête de liste. Au début, parce que pas, en 2019, elle était aux premières loges. Elle a travaillé aux premières loges, elle était toujours devant, elle répondait du tic au tac aux gens de l'opposition. De façon presque en temps réel, elle était la seule qui osait répondre avec même beaucoup de fougue. On aurait pu la préparer, mais attendre. Donc qu'elle puisse récolter les fruits et lui dire que non, attendez, vous êtes clivante maintenant, c'est pas bien. On a quand même vu aussi cette lettre que Mme Aminata Touré a adressée au président de la République il y a quelques jours pour dire qu'il y avait des menaces contre sa personne, son intégrité physique, au-delà des invectives. C'est vraiment une thèse que vous prenez au sérieux ou c'est le dit, mais je pense que c'est trop grave ça. C'est très grave qu'on puisse la menacer pour atteindre donc son intégrité physique. Si c'est le cas, moi, de toute façon, a priori, je la crois, je ne peux pas inventer ça.
Elle a nommé la famille... Le président, mais je ne vois pas le lien, surtout avec Madame la présidente, la première dame. Mais si c'est le cas, parce que dans le monde, tout est possible, et en politique. En politique, on a vu des cas, on a vu le juge Maïsé, paix à son âme, qu'on a tué sans qu'on comprenne pourquoi. En 93, on a vu Demba Diop qu'on a tué en 66 sans qu'on comprenne pourquoi. Donc pour nous, et puis ce qu'on a dit, c'est que l'éliminer physiquement pour la faire remplacer par un suppléant, pour nous, c'est gros. C'est gros pour nous. Non, c'est vrai que l'État a la responsabilité de la protéger. Ça, il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, si elle le dit, mieux vaut tard que jamais, il faut que les gens prennent leurs précautions, qu'on puisse prévenir ce genre de situation qu'on peut retrouver. Donc, si elle le dit, l'État a le devoir de la protéger. Mais en tout cas, pour nous, c'est hyper grave qu'on puisse en arriver à tuer ou à éliminer une personne parce que vous n'avez pas le même avis sur une question politique. Alors, passons maintenant à la situation économique. On parle beaucoup de politique, il y a le social. Le social, c'est vrai, la finalité de l'économie, c'est également le social. Mais l'économie, quand vous analysez l'économie sénégalaise aujourd'hui, on est dans la grisaille ou on est dans l'embellie? Il semble que c'est dans la grisaille, mais en tout cas, pour nous qui sommes donc, les populations de l'intérieur, moi je suis souvent allé en banlieue, mais c'est le désastre, hein, parce qu'aujourd'hui les gens sont dans une situation où tout est difficulté. Aujourd'hui, je ne vous dis pas, je ne vous apprends rien, moi j'ai fait 30 ans à l'IPRES. Au niveau de recrutement des salariés, aujourd'hui nous sommes dans ce qu'on appelle l'effet ciseau. Il y a plus de retraités et moins de travailleurs. D'où la menace même des institutions sociales. Parce qu'on embauche moins et on balance tout le monde vers la retraite. Il y aura moins de cotisants et plus de retraités. Et c'est ça le danger. Ce qu'on parle au Sénégal, aujourd'hui j'ai appris que les 2 cimenteries essentielles du Sénégal sont presque bloquées en chômage technique. Et si c'est le cas, que les usines commencent à fermer, moi je connais un peu le phosphore de Taïba, j'y étais très souvent, mais à la limite, si on vous explique comment ça se passe, vous êtes scandalisés. Donc encore beaucoup de choses à faire au niveau industriel qui manquent à être faites et qui font qu'aujourd'hui, il y a le chômage endémique au niveau des jeunes. Les jeunes sont dans des travaux, à la limite, tour de passe-passe pour survivre, c'est de lavage de voiture, c'est à la limite du gentil, tout le monde est courtier. Donc tout ça fait qu'au Sénégal, en tout cas c'est près de l'Afrique. Parce que si on ne peut pas transformer, que tout est exporté, je pense aux fruits, je pense aux légumes, tout est exporté, qu'on ne crée pas des conditions pour travailler, pour créer des industries de transformation, il n'y en a pas au Sénégal pratiquement. Pour nous, ce n'est pas demain la veille qu'on pourra se développer. Le secteur privé s'est également fait entendre il y a quelques jours. Absolument. Et vous voyez que le secteur privé qui a créé un cri de détresse, parce que le secteur privé, à la limite, n'existe plus. Hein. À l'époque, on connaissait le grand patronat à l'époque. Maintenant, ça n'existe plus. D'ailleurs, les présidents qui sont restés pendant presque 30 ans, il faut même imaginer les changer demain, parce qu'ils sont restés pendant 30 ans sans forcément avoir... Il faut aussi de l'alternance. Il faut de l'alternance, comme chez nous. Chez le patronat. Hein. Ça, on le demande, hein, parce que c'est ça, d'ailleurs. Je pense que c'est une réaction de Serigne Mboup qui disait que ces gens n'ont pas d'instrument pour justifier leur position au niveau du patronat. Ils n'ont pas de job, ils n'ont pas d'entreprise. Mais l'entreprise, elle existe. L'entreprise, elle existe. On peut peut-être mener le débat sur le leadership au niveau du patronat, mais l'entreprise, c'est une réalité. Mais le secteur privé est une réalité. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, justement, puisque vous décrivez tout à l'heure une grisaille, et c'est naturellement une économie, en tout cas dans les temps que nous vivons, est tenue par un secteur privé. Malheureusement, comme vous l'avez dit, l'État n'a pas aidé. On l'a dit, hein, je pense qu'ils ont essayé de créer le CIS avec Babacar Ngom. Ils ont créé le CNP, à la limite, n'existe plus que de nom. La CNES, depuis le départ de Mansour Kama, le Michel Lam, on ne le voit pas très souvent. En tout cas, ils ne sont pas visibles. Mais qui est quand même là. Et il est là, j'ai suivi, mais par rapport à l'époque, le temps de Faisal Charara, de la CNES que je connaissais un peu moi quand j'étais dans l'activité professionnelle. Mais pour dire que le pays actuellement, c'est vrai qu'on est un pays africain avec beaucoup de manquements, beaucoup de difficultés. Et comme je vous l'ai dit, si on ne peut pas imaginer que l'État puisse aider le privé à transformer, par exemple, quand je vois ce qui se passe en Casamance, les mangues, le mad, tous les fruits qu'on peut exporter à tour de bras, pour nous, c'est un manque d'initiative politique très forte, alors
on avait appelé ça, comment dire, une refondation du secteur privé, un Big Bang, qu'il y ait une fondation du secteur privé, qu'il y ait, on appelle un plan Marshall. On a dépensé, moi j'étais un des acteurs, 1000 milliards pour parer la Covid-19. Mais c'est ce genre d'opération qu'on aurait pu faire régulièrement. On aurait dû faire chaque 5 ans, on fait un plan Marshall pour telle chose sur le plan de l'activité économique. Mais on ne l'a pas fait. Il a fallu qu'il y ait la Covid pour qu'on sorte 1000 milliards, même si ce n'est pas 1000 milliards, c'était 600, 500 milliards, mais on a 10 000 milliards. Donc, en tout cas, c'est des choses qu'on doit pouvoir faire. Le président devrait être dans cette logique par rapport à son parcours, à son expérience. Actuellement, on attend de voir. Plus d'économie, moins de politique Surtout politicienne. Ah, et Mamadou, ça, c'est notre grand défaut, c'est toujours de la politique. Même vous, la presse, vous êtes dans le piège. À la une de tous les journaux, quand je lis la presse, systématiquement, quand vous ne parlez pas de politique, à la limite, vous êtes à la limite zappé. Et ça, c'est le Sénégal, malheureusement. L'état des libertés, des droits de l'homme au Sénégal, si vous aviez à faire une description. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'avancées, il y a eu beaucoup d'avancées sur le plan électoral, il y a eu beaucoup d'avancées quand il y a eu le dialogue politique, mais ça reste encore à faire, notamment cette système. Par exemple, je donne l'exemple d'hier, les gens qui demandent un concert dans un hôtel, on leur dit non. Quel est l'argument? On ne parle pas de comment dire, insuffisance des forces de l'ordre pour un concert donc dans un hôtel privé. Donc tout ça pour dire qu'on est toujours systématiquement dans la position politique ou politicienne. Il faut éviter toujours d'interdire. On peut apprécier et avaler des couleuvres, mais laisser faire. Parce que nous, on est dans un pays souverain. Les citoyens ont la liberté, ont le droit de s'exprimer. Si je veux faire un meeting pour dire au président, bon, s'il fait des choses qui sont... Donc, s'il y a un écart de langage ou de conduite, mais tout de suite, le procureur peut se saisir. Donc, pour moi, il n'est pas bon d'interdire à tout le bras. Je donne l'exemple, le dernier exemple, c'est celui d'hier. On a vu ça au Sénégal depuis 2 ans, 3 ans. Chaque fois qu'il y a manifestation, la place de l'Obélisque, c'était interdit à la limite. Et quand c'est interdit, il y a la casse. Quand ce n'est pas interdit, c'est le calme plat. Donc il faut que les gens apprennent. Parce que nous, on a vécu la chance Macky Sall et nous venions, à l'époque, moi j'étais à la RADDHO, ils venaient, ils manifestaient. Donc nous, quand on a passé par cette expérience, on n'a pas le droit d'être dans l'interdiction systématique. Et ça, c'est un handicap important au niveau du Sénégal. L'autre élément, ce que je voulais dire, c'est les enfants de la rue qu'il faudra peut-être résorber, ces enfants qu'on doit enlever, éradiquer. Oui. Donc c'est un fléau que nous vivons avec les prisons. Les prisons sont encore inhumaines, ça il faut le constater, il faut le regretter. Oui, avec des gens qui s'entassent. S'entassent, oui, vous voyez, à Rebeuss. La prise en charge. Rebeuss, c'est 2400 personnes. Donc, c'est presque 3 fois l'effectif qu'il devrait avoir. Au lieu de 607, 2400 personnes qui sont entassées. On les appelle paquetage. Pour nous, une option avait été prise justement de fermer la prison et d'aménager une autre ailleurs. Ils ne l'ont pas fait. Est-ce que c'est une option également chez vous? Vous pensez que oui, pourquoi pas? Parce que c'est tellement bien placé, c'est en pleine ville. Oui. À la limite, on aurait pu le vendre à des dizaines de milliards et faire derrière Sébikotane ou derrière même Louga ou voilà, quelques villages qui soient près de Matam, on peut faire là-bas une prison centrale très importante avec les moyens qu'il faut, que les gens puissent même travailler. Qu'on crée ce qu'on appelle les camps pénaux. Et ailleurs, les prisons sont même privatisées. Mais oui, voilà, merci. On peut y arriver à ce niveau-là au Sénégal. Et en hauteur. C'est le moment. Mais absolument. Il faudra que le Sénégal fasse ce qu'on appelle une révolution. Mais à la limite, Mamadou, notre grand handicap, c'est ce qu'on appelle l'imagerie, l'image populaire ou populiste. Je pense que quand vous construisez une prison, vous êtes le premier à l'occuper. Ça, c'est le Sénégal. Et je sais que le président a eu cette idée, justement, qui a été donc miroitée, qu'il ne va pas construire de prison. Parce que même celle de Sébikotane, elle a à peine 300, 400 personnes à faire. Donc il n'y a pas eu de grand bouleversement au niveau de la construction de prisons. Il y en a 37. Et toutes ces prisons ont été construites avant les indépendances. Et souvent, c'était des garderies, souvent, c'était même ce qu'on appelle les écuries de chevaux. Oui. À Kaolack et à Louga, c'est des écuries de chevaux, où on met maintenant des personnes, pour vous dire comment on n'a pas pris en considération ces personnes-là. Alors, est-ce que vous vous êtes penché sur les cas des activistes Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Gueye Xurum Xax, qui sont placés sous mandat de dépôt à la suite de déclarations qu'ils ont tenues sur la mort de Imam Ndao, paix à son âme? Vous vous êtes penché sur ce cas? Non, on a vu de loin. C'est vrai que ça a été tombé le jour même à la limite des élections, les élections à l'Assemblée nationale. Mais je pense que c'est vrai que
Sénégal, pour un rien, vous êtes mis en prison. On aurait dû les mettre en contrôle judiciaire. S'il y a une plainte de l'État par rapport aux accusations qu'ils ont faites. Oui. On aurait disant que Imam Ndao a été liquidé. Non, ça c'est pas bien. Tué par l'État. Non, ça, pour quelle raison? Pour nous, c'est des déclarations malheureuses. On aurait pu, pas justement les sanctionner, les punir automatiquement, mais les faire passer par les voies normales. Vous avez dit des choses. Tant que c'est des délits, ce genre de délit, comment dire, expression de, comment dire, délit d'opinion. Tant que c'est comme ça, on aurait pu le mettre en contrôle judiciaire, ensuite juger par un juge qui appréciera. Il faudra qu'on commence, on l'a demandé nous, au niveau de la Ligue, qu'on ait un juge de la détention. Que le procureur ne plus faire un réquisitoire qui condamne la personne. Parce que c'est le cas. Aujourd'hui, dans notre code, si le procureur fait un réquisitoire, donc X, le juge d'instruction ne peut pas donc, lui éviter la prison. Donc on peut imaginer, nous on l'a demandé, on appelle ça le juge des libertés. Des libertés. Quelqu'un qui apprécie un dernier ressort et qui dit qu'aujourd'hui, je ne le mets pas en prison, mais je le mets en contrôle judiciaire. Ouais. Et qu'on prépare le procès en attendant. Mais mettre en prison systématiquement, il faudra peut-être l'éviter au Sénégal. Les stigmatisations commencent à faire peur. C'est vrai, en nous parlant souvent, la nation sénégalaise est une et indivisible, le vivre ensemble, c'est vrai, il le faut. Mais il y a de plus en plus de stigmatisation dans notre pays. On fait allusion à la région de quelqu'un, à l'ethnie de quelqu'un, à la religion de quelqu'un, à la confrérie de quelqu'un, et parfois même à la culture de quelqu'un pour la stigmatiser. C'est totalement regrettable, Mamadou. On l'a vu, hein, j'ai pu le voir, je me garderai de donner des noms, mais c'est totalement malheureux. D'ailleurs, ça a été le cas pour cette histoire de force spéciale, force, je ne sais pas quoi. Il faut éviter donc de creuser ou de gratigner la plaie. On n'a pas le temps de chercher, parce que le gars, vous êtes couleur, moi je suis Wolof, parce que j'ai porté une chemise comme celle-là, vous êtes temps. Ça n'a rien à voir. C'est totalement malheureux et c'est inacceptable qu'on puisse faire des confusions. Et c'est grave, parce que la preuve, le lendemain, on a pu voir qu'on a fait une erreur. On aurait dû faire un mea culpa. C'est le cas avec le député Alphonse Mané Sambou. Oui. Et le journaliste, notre confrère Madiambal Diagne. Quel était l'intérêt? Oui, qui a fait allusion à la tenue qu'il portait ce jour-là, en disant, voilà, on ne sait même pas ce que risque ce pays, parce que, considérant que c'est une tenue de rebelle. Parce que simplement, Abbé Diamakoun portait la même tenue. Moi, je suis allé voir Abbé Diamakoun. C'est ce que dit Madiambal. Est-ce qu'il faut le prendre au sérieux ou considérer qu'il s'est trompé? Non, il s'est trompé, il s'est gouré, totalement. C'est une bourde incommensurable qu'on puisse en arriver à comparer. Parce que l'Abbé Diamakoun est décédé il y a presque 20 ans. Moi, je l'ai fréquenté, j'étais avec Aluntine à l'époque. Il y avait Sidi Badji et l'Abbé Diamakoun. Il est décédé dans les années 2005-2006. Pour moi, ce n'est même pas comparable. Et puis, tu le mets comme ça en public, dans un écrit, et tu fais des comparaisons. C'est ce qu'on appelle, d'ailleurs, Benoît Sambou l'a dit, c'est de l'ignorance. L'ignorance entraîne la peur. La peur, donc la stigmatisation. Madiambal a fini par porter la même tenue qu'il dénonçait, mais le député Alphonse Mané Sambou, par le biais de son avocat, a dit qu'il va quand même porter. Il a raison, il faut lui accorder la raison. C'est le principe, On l'a stigmatisé, il est le député. Ce n'est pas n'importe qui. Il ne faut pas le comparer à un rebelle. D'autant parce qu'au Sénégal, c'est devenu presque une rengaine. Député, lors des manifestations du mois de juin, on a parlé de rebelles. C'est des choses qu'il faut éviter, surtout pour les gens du pouvoir. De parler toujours de rebelles, de comparer Sonko à un rebelle, ça n'a rien à voir. Je pense que cette histoire de rébellion est bien finie et derrière nous. Quelles que soient les signatures faites aujourd'hui et maintenant, moi j'ai été en Casamance en 2002, j'étais avec l'Abbé Diamakoun, à l'époque j'étais avec Aluntine, je vous l'ai dit. Donc, c'était des erreurs monumentales que les gens énoncent en public. Et sans argument, parce que en même temps aussi, on a entendu parler de vote captif en faisant allusion au vote de certains citoyens dans certaines régions du pays. On a également entendu de différences de niveau de dignité électorale récemment, même lors des élections législatives. Oui. Est-ce que tout cela aussi ne relève pas de la stigmatisation? Est-ce qu'il ne s'agit pas ici de pointer les stigmatisations d'où qu'elles viennent, de quelque bord où elles se situent, pour arriver à bout de ce danger pour notre vivre ensemble, notre nation? On est totalement d'accord. Oui. Mais dans tous les pays du monde, il y a toujours ce vote régional.
Systématiquement, vous allez en France, la Corse, vous connaissez, hein, dans les pays comme les États-Unis, c'est toujours des régions. Les paysans sont moins impliqués que les gens des villes pour telle ou telle personne, telle méthode. Ça, c'est depuis la nuit des temps que ça existe. Mais pour autant, il ne faudra pas donner des arguments qui ne tiennent pas la route. Quand vous sortez une tenue, vous dites que cette tenue correspond à. Qu'est-ce que vous en savez? La preuve, je ne savais pas. Voilà. Une personne ne doit pas dire je ne savais pas, comme ça. Et en public, surtout le public, moi je le mets dans mon salon, je dis la gueule. Et quand tu dis ça en public, c'est totalement grave. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. C'est ça. Voilà. Dernière chose, parce que le temps qui nous est imparti est épuisé, on ne peut pas ne pas parler de cet hommage que vous avez rendu il n'y a pas longtemps à votre prédécesseur, Maître Assane Dioma Ndiaye. Vous dites, pour Assane Dioma Ndiaye, le mot démocratie n'est pas qu'une simple doctrine ou théorie, mais assurément une lutte pour les droits des citoyens au quotidien. En outre, dans un contexte de tensions sociopolitiques et économiques de notre pays, il a su donner l'exemple aux associations avec au premier rang la classe politique. Après avoir dirigé pendant une dizaine d'années la Ligue sénégalaise des droits humains, et on ne le dira jamais assez, avoir porté très haut le flambeau de l'association ici et ailleurs, Assane a sereinement remis le flambeau à son successeur avec dignité. Pour tout dire, il est sorti par la grande porte, invitant nos dirigeants à faire de même. Absolument. Fin de citation. Merci. Oui. C'est ce que je pensais. Ce que je pensais, c'était dans mon cœur, c'était ce que j'ai constaté, parce que je l'ai fait 6 mois après donc, son départ. Il est parti le 26 février. Oui. Moi, j'ai fait ça au mois de décembre, au mois de septembre, donc 6 mois après, ou même 8 mois après. Oui. Parce qu'il était temps pour moi, je devais faire un papier sur notre site internet lsdh.org. On m'a demandé de faire un mot pour le site, genre éditorial. Oui. J'ai dit, tiens, ça tombe bien, Assane Dioma, je voulais lui faire un papier, un communiqué pour l'encourager, parce que c'était opportun au Sénégal, parce que moi j'ai fréquenté beaucoup d'associations, j'en connais beaucoup. Les gens ne partent pas. Mais Assane a su partir, il a voulu être cohérent, parce que nous, on ne peut pas combattre les 4e mandats, 3e mandats et rester au pouvoir. Vous pensez que c'est un message adressé à tout le monde? À tout le monde, on l'a dit. Oui. On l'a dit. Donc savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter. Parce qu'on a dit que nul n'est indispensable, que les indispensables, ils sont au cimetière. Il faut que les gens apprennent à partir et à temps. Et rendre hommage aussi aux gens pendant qu'ils sont en vie. Oui. Ce que j'ai dit, et d'ailleurs quelqu'un l'avait dit, Dunia Rose avait dit, pendant que je suis vivant, rendez-moi hommage. Il ne faut pas attendre que je meure pour qu'on lui donne un peu le grand théâtre comme non, il est déjà parti. Moi, je préfère, comme je l'ai toujours demandé, comme on l'a fait pour Abdoulaye Wade, pour le stade, que les gens soient, qu'on lui rende hommage pendant qu'ils sont en vie. Et ça, pour Assane, il le mérite sincèrement. C'est un bon mot pour terminer cette émission. Merci Alassane Seck. Je rappelle que vous êtes le président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Vous étiez l'invité de ce jury du dimanche iRadio, ITV, imedia.sn. Mahmoud Ibra Kane à la présentation, réalisation technique, Uba Marsen, Augustin Ndiankou. Imedia.sn au texte Djeba, à la photo Pape Doudou Diallo. Vous célébriez Assane Dioma Ndiaye, nous en profitons pour le célébrer aussi. Oui. Pour les réseaux sociaux, Biram Pouy qui baptise, n'est-ce pas? Longue vie au bébé. Au bébé, et félicitations à Madame Pouy, mais il faut que yok Tchangi, Imam Pouy. Et puis nous célébrons aussi un confrère à nous, Yorodia, qui est docteur aujourd'hui, qui a soutenu une thèse en droit avec un jury quand même d'une très grande qualité, comme le professeur Serigne Diop, Ismaël Madior Fall, j'en oublie certainement, Soudjek John également. Félicitations à toi, cher Yorodia. Mahmoud Ibra Kane pour vous présenter le JDD. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.